mais pas éducative. En tant que parents, nous souhaitons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants et faisons ce que nous pensons être bien pour eux. Malgré tout, sans parfois en prendre conscience, il peut nous arriver de faire des choix pour faire autorité, qui soient contre-productifs. Est-ce que nous reproduisons les règles que nos parents nous ont inculquées ou imposées ? Il est nécessaire de se questionner et de prendre de la distance face au modèle d'éducation que nous avons reçu. Il n'y a pas de fatalité. On peut toujours être acteur du changement. J'ai le souvenir que ma mère elle était très stricte. Un peu l'éducation de début 20e, 19e siècle. On était vraiment tenus avec mon frère et mon père, bon, il était là, mais il intervenait pas beaucoup. Je ne peux plus reproduire ce que moi j'ai vécu. C'est quelque chose que je ne souhaiterais pas pour mes enfants comme pour d'autres enfants. On essaye d'éviter les erreurs que les parents ont pu faire, tout en, à mon avis, en faisant d'autres erreurs, puisque je pense qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, c'est une éducation propre à chacun, suivant justement l'expérience qu'on en a eue par rapport à ses parents. Donc il y a un peu de ce que mes parents ont fait avec un peu de ce qu'ils n'ont pas fait dans l'éducation de mes enfants. Comme mon papa, il disait, il faut prendre ce qui est bien chez papa et maman, et ce que tu as vu qui est mauvais, eh ben, tu laisses à la maison. Et donc j'ai laissé chez mes parents ce qui est mauvais. Si les fessées et autres châtiments corporels ont longtemps été considérés comme éducatifs, ils définissent aujourd'hui ce que l'on appelle les violences éducatives ordinaires. Mais elles comprennent également d'autres formes de violence, plus discrètes, mais dont les dégâts sont tout aussi importants sur l'enfant. Il s'agit des violences verbales et psychologiques, telles les injures, les menaces, le chantage et l'humiliation. J'avais fait une fausse signature une fois quand j'étais môme en primaire. Mon père m'avait fait une fessée, j'ai recommencé. Parce qu'il n'y avait pas l'explication du pourquoi du comment. Donc voilà. Les fessées, je pense que c'est quand on ne sait pas faire autre chose. C'est vraiment l'aveu d'impuissance, et ça juste pour se défouler. Bah déjà, un enfant qui est victime de violences quotidiennes à la maison comme à l'école, eh ben, déjà il va se recroqueviller sur lui, il va se dire que c'est de sa faute. Et puis après, au fur et à mesure qu'il va grandir, eh ben, il va se dire qu'il est pas bien, qu'il est nul. Et puis après, je pense que ça a beaucoup d'impact aussi sur son développement psychique et tout. Ça détruit, ça fait perdre la confiance. Puis ça le fait reproduire, je pense, ce qu'il reçoit de toute manière. Donc il va se mettre à propager. Et oui, de toute manière, c'est des éponges qui reproduisent ce qu'on leur donne, les enfants. On imprime notre marque sur l'enfant. Du coup, la façon dont nous, on gère les conflits, je sais que ça leur apprend comment gérer les conflits. La zone du cerveau qui permet de comprendre et d'analyser une situation, de relativiser et de trouver des solutions, c'est-à-dire le cortex préfrontal, est en cours de construction jusqu'au moins l'âge de 5 ans. Ce qui veut dire qu'un tout petit ne peut pas maîtriser ses émotions. Pleurer, crier, sont ses seules possibilités pour exprimer la tristesse ou la colère qui le submerge. Le caprice n'existe donc pas. Montrons-nous empathiques. Ce qui peut nous sembler être un détail peut être important pour notre enfant. Comprendre quelles sont nos propres limites et celles de notre enfant, quel que soit son âge, va pouvoir nous permettre de prévenir de potentiels débordements. Je pense qu'on n'est pas toujours disponible de la même façon pour les enfants. En ce qui me concerne, c'est les soirées, c'est les moments de la semaine un peu plus tendus, quand on est fatigué, quand on est pressé en fait. C'est le temps qui rythme et c'est lui qui contraint. Qu'on vieillit, on a moins d'énergie, et il y a les autres aussi.
Du coup, on a moins de temps à consacrer à un seul enfant. Moi, j'ai un deuxième enfant qui est souvent dans la lune, donc si, il faut toujours y répéter les 50 millions de fois la même chose. À un moment, on perd patience, c'est sûr, le ton monte un peu. Bon, voilà. C'est un peu un manque de patience, ou quand on peut expliquer aussi certaines choses et que finalement, après coup, on doit mal l'expliquer puisque l'enfant ne le comprend pas bien, on peut aussi s'énerver. Les devoirs, c'est pas toujours à grande tranquillité, hein. En plus, on sent l'enfant qui s'énerve, donc c'est pas évident des fois, ou le moment de l'adolescence aussi, des moments un peu tendus. Quand les inquiétudes et le stress est plus élevé, du coup, bon, suffit une petite contrariété de leur part, mais quelquefois ça peut être insignifiant dans l'ensemble, mais sur le moment, ça déclenche une explosion, quoi. Parfois, nous pouvons nous sentir complètement démunis face à notre enfant. Nous pouvons également être en colère. C'est bien entendu normal et nous en avons le droit. L'important est d'apprendre à se canaliser et à s'autoréguler quand nos émotions deviennent débordantes. Passer le relais à une tierce personne quand cela est possible, s'isoler, méditer, voire crier ou se défouler sur un coussin sans la présence de l'enfant. Ce sont toutes des solutions que nous pouvons envisager pour nous aider à souffler et à extérioriser cette colère, et ce, sans que cela ait des répercussions négatives sur notre enfant. Quand je suis en colère, j'essaye de quitter les lieux. J'arrive pas à faire tomber la pression instantanément. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Du coup, j'essaye de m'éloigner, de prendre du recul. Et c'est là que c'est très bien quand il y a le papa. C'est un moment où on se dit je sais plus, je sais pas quoi faire. Donc là, on passe le relais à la mère, ou vice-versa en fait. Parce que ça se peut, hein, c'est souvent, hein, on ne sait pas quoi faire, puis finalement, le conjoint ou la femme ou le mari, il a la solution. En 2 minutes, c'est bouclé. Donc faut pas essayer. Enfin, nous, on n'hésite pas. Occupe-toi-en. Par exemple, quand je les vois pleurer et puis que je vois qu'elles sont elles ont compris quand même le message, mais que je leur ai parlé durement et que voilà, elles s'en veulent, et je reviens aussitôt et je discute un peu avec elles et je les donne un peu des petits câlins. Transmettre des valeurs, donner des consignes claires, protéger son enfant du danger et lui indiquer quand son comportement est inadéquat, sans tomber dans l'autoritarisme ou à l'inverse, le laxisme, cela est tout à fait possible. Il y a toujours des alternatives afin de rester des parents positifs et bienveillants. Au lieu de dire non, on leur explique, écoute, c'est pas bien ce que tu fais, tu sais, l'autre enfant, tu lui tapes dessus, c'est pas... Qu'est-ce qu'il peut penser, est-ce que tu aimerais que l'autre fasse ça? Je me suis rendu compte que c'est pas la peine de les persécuter, dis bonjour à la personne. Si nous, on dit bonjour, et une fois qu'ils ont suffisamment de confiance, ils sont suffisamment grands, naturellement, ça viendra tout seul. C'est l'exemple compte plus que les injonctions. C'est plus de l'ordre de la discussion, moi, ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est un petit peu du classique, mais je pense qu'échanger, ça marche. Laisser l'enfant s'exprimer, ça marche. Puis chercher à plusieurs les raisons, et puis mettre en place des petites règles. Je pense que, évidemment, quand il y a un conflit, ça ne doit pas venir... Enfin, je veux dire, il y a toujours 2 parties, quoi, dans un conflit. Hein, donc, il faut agir sur les 2 en même temps. C'est pas que l'enfant qui donne. Peut-être que les règles sont mal posées, c'est pour ça qu'elles sont mal suivies. Bon, après, il y a des choses sur lesquelles je pense on doit rester intraitable par rapport à l'enfant. Puis il y a d'autres choses... Il faut essayer d'arranger, il faut essayer de faire des petits pactes à plusieurs et chacun essaye de s'y tenir. On apprend tous à devenir parents, avec plus ou moins de résultats. Mais c'est en s'interrogeant sur ses propres pratiques et en se remettant en question
que l'on devient meilleur.